Alors bonjour à toutes et à tous. Je remercie bien entendu ma collègue Christine qui me fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui. Et puis je remercie également toutes les personnes ici présentes et les personnes de la CEFAN qui m'ont permis d'être ici parmi vous. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude, d'une réflexion qui me tient à cœur maintenant depuis à peu près 2 ans. Qui concerne effectivement les pratiques et les identités linguistiques dans le français parlé en Ontario. Alors, c'est une partie des travaux sur lesquels je travaille actuellement. Vous allez voir que tout n'est pas encore terminé. C'est une étape de ma réflexion. La présentation alors, porte sur le parler en Ontario. Vous allez voir que plus précisément, elle porte sur un petit village qui s'appelle Castleman et dont vous voyez ici le drapeau officiel. Alors, très rapidement, pour vous donner un petit aperçu de ce que je vais vous présenter, l'étude porte effectivement sur l'alternance des éléments suivants. Ça fait que, donc, alors et so, ce sont des éléments qui ont déjà été étudiés plusieurs fois en français parlé de l'Ontario, pas uniquement d'ailleurs, en français québécois également. Et vous allez voir qu'en fait, à travers les différentes études et à travers ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais revenir sur l'évolution en fait de ces formes depuis déjà maintenant quelques années. Et j'ai essayé, ou j'essaie depuis maintenant à peu près 2 ans, d'y inclure une nouvelle variable, une variable sociale qui est celle de l'identité linguistique. Alors brièvement, pour revenir déjà sur ce qui a été présenté sur ça fait que, donc, alors et so. Alors, très brièvement, vous voyez que l'étude, par exemple, de Ducereau-Dauber en 1974 et Thibault d'Aveluy sur le français québécois, les deux études montrent que ça fait que est associé à la classe ouvrière ainsi qu'au registre informel, donc est uniquement employé par la bourgeoisie dans un registre hyper formel, alors est caractéristique de la classe des professionnels ainsi que du registre formel, et so n'a pas été attesté à l'époque dans aucune des deux études. Pour ce qui est des études sur le français ontarien, alors évidemment, il y a toutes les études de Moujon et collaborateurs, si je puis dire. Il y a Moujon et Beignac 91, Golan-Besky 98, Moujon 99, 2006 et une étude que j'ai récemment faite en 2016 qui ont montré qu'en français ontarien, ça fait que est donc associé généralement aux classes ouvrières, aux locuteurs non restreints, j'y reviendrai dans un instant, aux locuteurs masculins et au registre informel, donc est davantage employé par les classes moyennes supérieures ou semi-professionnelles, les locutrices et dans un registre hyper formel, alors est caractéristique des classes moyennes supérieures, des locutrices ainsi que du registre formel, et so est typique des classes ouvrières, des locuteurs restreints, des locuteurs masculins ainsi que du registre informel. Alors, comprenez par locuteur restreint et locuteur non restreint, c'est-à-dire l'usage que ces locuteurs font du français dans leur vie de tous les jours. Locuteur non restreint, c'est-à-dire que les personnes parlent davantage en français dans leur vie de tous les jours. Les locuteurs restreints, eux, parlent davantage en anglais. Et les locuteurs semi-restreints ont un usage à peu près équilibré entre le français et l'anglais. Alors, pour le français langue seconde, il y a également Moujon, Nadasdy et Renner 2009 qui ont démontré que donc, ça fait que reste la variante principale, avec un taux d'usage de 81 à 85% et un taux de dispersion de 80 à 100%. Donc qui n'était employé que dans 14% des cas et par 20% des locuteurs du corpus de 1978, représente maintenant en 2005 8% des occurrences et a un taux de dispersion à peu près identique au corpus précédent.
alors qui était marginal avec un taux de 4% et un taux de dispersion de 15%. Taux de dispersion comprenait le nombre de personnes qui utilisent la variante sur l'ensemble du corpus. Cette variante alors a entièrement disparu en 2005. Et enfin, Sceaux, dont le taux d'emploi n'était que de 1% et dont le taux de dispersion n'était que de 10% en 1978, augmente significativement à 7% avec un taux de dispersion de 20% dans le corpus de 2005. Donc on voit quand même une évolution assez importante, ne serait-ce que dans Sceaux, et ici une disparition même de l'usage de alors. Alors, pour revenir sur le petit village de Castleman, vous voyez sur la carte, c'est situé entre Montréal et Ottawa, à peu près 1h30 de route, ça dépend évidemment de la vitesse à laquelle vous roulez. C'est situé dans les comtés unis de Prescott et de Russell, donc à l'est, au sud-est de l'Ontario. Et évidemment, c'est un comté où on compte majoritairement, du moins beaucoup de communautés francophones en Ontario. Alors, pour faire un peu d'histoire, c'est un petit village qui a été formé à peu près à la moitié du 19e siècle. Hein. Vous voyez, 1843, Martin Castleman, donc, qui a donné son nom à la ville, achète donc 1600 acres de terrain de chaque côté de la rivière Petite-Nation. Hein. Il installe une quarantaine d'hommes et fait construire une digue et une scierie. Hein, on est à l'époque où on essaie de développer un maximum le commerce du bois. La paroisse va être petit à petit, j'ai envie de dire, créée au sein du village, à tel point qu'en 1888, on aura l'abbé Franqueur qui va diriger cette paroisse et qui aura la tâche de faire construire donc, une première église à Castleman. Alors vous voyez des petites images ici, des photos, la première église. Le premier presbytère, le magasin général. Alors, avant qu'il y ait une église, d'ailleurs, la messe se faisait à l'époque à l'étage du magasin général. Alors, il y a eu quand même des événements assez marquants, notamment 3 incendies qui ont ravagé presque toute la ville en 1891, 1897 et 1919. Pour autant, la population est restée. Même en dépit des incendies, notamment le premier qui a vraiment ravagé une grosse partie de la ville, les habitants ne sont pas partis et sont restés. Donc c'est un village qui j'ai envie de dire, garde sa population originale depuis maintenant, quand même, depuis ses débuts finalement. Alors, d'un point de vue un peu plus contemporain, pour vous donner quelques chiffres, sur la population et des chiffres, si je puis dire, sur la langue. Vous voyez qu'en 2006, on avait 3294 habitants. En 2016, on est rendu à 3548. Le Statistique Canada 2011 recensait 3626 habitants. Donc une population qui est à peu près, qui est relativement constante. Pour les données de la langue, j'ai inclus ici les données de 2006 et de 2016 parce que les données de 2011 sont moyennement fiables. À l'époque, le recensement était fait sur la base du volontariat et donc on n'est pas certain de la fiabilité des données. Les données de 2016, par contre, sont fiables. Vous voyez que pour la langue maternelle, on a 15,30% de la population de langue anglaise seulement. Ce taux a augmenté en 2016 avec 17,40%. Pour les francophones, le taux est passé de 83,30% en 2006 pour descendre à 79,15% en 2016. Il faut voir en fait que c'est la deuxième communauté francophone la plus importante en fait de l'Ontario après Hearst, si ma mémoire est bonne. Pour les bilingues, vous voyez qu'on est passé de 35 personnes se déclarant nativement bilingues à 70, donc une augmentation, alors c'est peu,
mais c'est quand même une augmentation en fait, du double, hein, de 1,10 à 2%. Pour la connaissance des langues officielles, vous voyez que là encore, on est passé de 190 personnes déclarant ne connaître que l'anglais à 360, donc une augmentation de plus de 4%. Pour le français, là, on a le schéma inverse. On est passé de 20,5% à 15,30%. Pour les deux langues, on a en revanche une augmentation. Hein, on est passé de 73,10% à 74,4%. Et ni le français ni l'anglais, on a une petite augmentation, mais vraiment très minime, où on avait 0 et on a 0,15%. Chose intéressante, c'est la langue parlée le plus souvent à la maison. Vous voyez que pour l'anglais, encore une fois, l'anglais semble monter un petit peu. Hein, on passe de 19,40% à 23,40%. Le français, lui, évidemment, est en déclin, de 79,2% à 73,75% en 2016. Pour les langues non officielles, on a un déclin, mais pour le bilinguisme, là encore, on monte évidemment, on double, puisqu'on passe de 1,10 à 2%. Alors, les questions de recherche que je me pose en fait depuis maintenant à peu près 2 ans, on va dire, hein, c'est tout d'abord, la première question, c'est à quelles identités linguistiques les locuteurs du corpus Castleman se réfèrent-ils ? Ces identités linguistiques jouent-elles un rôle dans la variation lexicale et plus précisément donc dans l'alternance des formes dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, hein, so, fait que, donc et alors. Alors, quand je dis est-ce qu'elles jouent un rôle, c'est est-ce qu'elles jouent un rôle significatif hein, dans notamment l'analyse statistique de l'usage de ces 4 variantes. Le facteur identitaire est-il donc aussi puissant que les facteurs sociaux classiques, j'y reviendrai dans un instant. 2 hypothèses de recherche. Les locuteurs revendiquant donc l'identité linguistique bilingue font montre d'un plus grand usage de la variable anglaise so. D'accord ? Je pars du principe que puisque on peut être tout à fait conscient de son identité, on peut éventuellement la revendiquer directement dans l'usage de certaines variantes et notamment de la seule et unique variante anglaise ici, parmi les 4. Hein, vous avez ici la variante so. Et enfin, les locuteurs se déclarant davantage francophones font montre d'un plus grand usage des variables formelles que les locuteurs se déclarant davantage bilingues. Alors, quelques points méthodologiques. Le corpus Castleman donc, est composé de 62 entrevues semi-dirigées d'environ à peu près 1 heure. Hein. Un premier sous-ensemble de 32 entrevues a été réalisé donc, auprès d'adultes âgés entre 21 et 60 ans. Un second ensemble a été réalisé 1 an plus tard, en fait, auprès de 30 adolescents âgés de 16 à 20 ans. La totalité des entrevues a bien entendu été réalisée par quelqu'un de la communauté, une jeune étudiante que j'avais embauchée à l'époque, une étudiante d'Ottawa. Les entrevues ont été réalisées donc à l'aide du petit dictaphone suivant, selon la technique boule de neige, c'est-à-dire chaque locuteur est l'ami d'un ami d'un ami. Le corpus est stratifié donc selon les variables suivantes. Alors pour les adultes, vous allez voir que j'ai tenu compte du sexe, de l'âge, des classes sociales, selon l'échelle de Bishon, qui est l'échelle canadienne qui permet de donner un indice, si vous voulez, à chaque emploi. Pour les adolescents, j'ai tenu compte du sexe, du niveau de scolarité et de la classe sociale des parents. Et puis, petit point que je n'ai pas précisé, chaque entrevue a été réalisée dans un lieu informel de communication. On vise évidemment le vernaculaire, donc on essaie d'avoir un minimum d'autosurveillance, même si on sait qu'en entrevue semi-dirigée, il est difficile quand même d'obtenir un vernaculaire parfait. Alors, je vous fais entendre 2 petits extraits très courts de ces corpus. Qui m'a peut-être le plus intéressé, étant enseignant de français, j'ai dû enseigner évidemment un peu de littérature, etc. Je me suis toujours
Voilà, alors ça c'est un locuteur du sous-ensemble des adultes et une locutrice, pardon, du sous-ensemble, cette fois-ci, des adolescents. Tu trouvais ça être dans un cours avec du monde plus vieux? Ben, c'est différent parce que je connaissais pas personne, mais on s'était habitués, on a commencé à parler avec tout le monde, puis c'était différent. Là, t'arrives, puis tu connais pas personne, puis t'es habitué de connaître tout le monde, puis parler avec tout le monde, puis tu sais qui est fort, tout le monde est de l'aide, puis là, puis le monde, il te regarde, là, comme... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu des différences avec le français québécois dans l'accent. Des différences, il y en a peut-être, mais certainement peu pour le moment. Ce n'est pas ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais quelques petits points de méthodologie en plus pour obtenir les données. Je vous ai expliqué que c'était une entrevue semi-dirigée. Mais pour obtenir les données, évidemment, sur l'identité, alors mon intervieweuse posait les questions suivantes, par exemple. Vous avez ici, fait que toi, tu te définirais comme quoi? Est-ce que tu te définis comme une francophone, une franco-ontarienne, canadienne-française? Comment tu te définis? Et la personne répond ici une franco-ontarienne. Ou encore, un autre exemple, puis toi, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de bilingue? Oui, je suis bilingue, comment dire, je suis un des plus bilingues de ma famille, etc. Vous allez voir effectivement que selon les sous-ensembles, les deux sous-ensembles du corpus, il y a eu des petits problèmes qui ont fait qu'il y a des données qui manquent, notamment chez les adolescents, mais il y a, vous allez voir que j'ai essayé de revenir sur ces problèmes-là en calculant un autre indice, toujours en rapport, bien entendu, avec l'identité linguistique des locuteurs. Alors, justement, concernant ces identités linguistiques, dans le corpus des adultes, tout d'abord, l'identité franco-ontarienne est l'identité qui a été mise de l'avant, en fait, en premier. 18 locuteurs sur 32, soit 56% des locuteurs se sont déclarés franco-ontariens. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, vous voyez, par exemple, les éléments identitaires qui sont inclus dans cette identité sont les suivants. De langue maternelle française, natif de la province de l'Ontario, une culture franco-ontarienne distincte, bilingue, identité définie par opposition aux Québécois, la fierté d'être franco-ontarien et encore natif du Canada. Comprenez ici que ces éléments identitaires sont classés par ordre d'importance. D'accord ? Vous voyez ici, de langue maternelle française, c'est le premier élément que les locuteurs se déclarant franco-ontariens ont mis de l'avant lorsqu'ils ont justifié, si vous voulez, leur identité linguistique. L'identité canadienne est la seconde identité mise de l'avant par les locuteurs. 8 locuteurs sur 32, donc 25% des locuteurs. Et cette identité, elle comprend donc le fait d'être natif du Canada. C'est encore une identité définie par opposition aux Québécois. Et évidemment, le caractère bilingue très fort de l'identité canadienne. Et la dernière identité revendiquée par certains locuteurs est l'identité canadienne-française. 6 locuteurs sur 32, donc 19% des locuteurs. Et cette identité inclut cette fois-ci donc la langue maternelle française, bien évidemment, natif du Canada et des origines canadiennes françaises. D'accord ? Alors au final, qu'est-ce qu'on obtient pour les adultes? Vous voyez qu'on a ici 3 identités qui semblent très claires. Identité franco-ontarienne, identité canadienne et identité canadienne-française, mais qui partagent quand même des éléments assez évidents, comme le caractère bilingue, qui est à la fois revendiqué par les franco-ontariens, mais également par les locuteurs se déclarant canadiens, ou encore la langue maternelle française, qui est revendiquée directement donc, par les franco-ontariens, mais aussi par les personnes se déclarant canadiennes françaises. D'accord ? Alors, si on regarde cette fois-ci les adolescents, voilà les résultats qu'on a. L'identité franco-ontarienne est revendiquée par 9 locuteurs sur 30, donc de langue maternelle française, mais qui se considèrent également bilingues.
Alors, également, les éléments mis de l'avant par ces jeunes locuteurs sont à peu près les mêmes éléments qu'on a vus pour les adultes. Hein, langue maternelle française, natif de la province de l'Ontario, identité définie également par opposition aux autres communautés francophones du Canada, et pas uniquement donc par rapport aux Québécois. Les origines canadiennes françaises, une culture franco-ontarienne distincte, une fierté d'être franco-ontarien, le fait d'être natif du Canada et le fait d'être bilingue. 2 locuteurs se revendiquent canadiens sur 30. Là encore, ils se considèrent francophones et bilingues, hein, avec également donc l'identité définie par rapport aux autres communautés francophones, natifs du Canada, et ils se déclarent bien entendu bilingues. L'identité canadienne-française, un locuteur sur 30, d'accord, avec là encore langue maternelle française, origine canadienne-française et natif du Canada, et l'identité ontarienne, cette fois-ci, qui n'est pas relevée chez les adultes, mais qui est relevée chez les adolescents, donc un locuteur sur 30 qui se considère, là encore, francophone, non bilingue cette fois-ci. Alors, vous voyez quand même que ça pose problème parce qu'il y a 17 locuteurs sur 30 qui n'ont pas vraiment d'identité. C'est-à-dire qu'ils ne se définissent pas, notamment pour des raisons, j'ai envie de dire, plus méthodologiques qu'autre chose, parce que finalement, c'est mon intervieweuse qui essayait de faire parler au maximum les jeunes, et c'est pas tout le temps évident de faire parler des adolescents. Alors, quand ils embarquaient, j'ai envie de dire, dans une question, elle les faisait parler, et parfois, donc, la question de l'identité était un petit peu mise de côté. Mais j'ai décidé donc de regarder plus du côté, cette fois-ci, de l'identité, du fait d'être bilingue. Parce que finalement, hein, on peut se déclarer franco-ontarien, etc. Mais je me suis dit, bon, à défaut d'avoir toutes les données sur les identités, on va voir cette fois-ci si le caractère bilingue, qui est une partie de l'identité linguistique, peut également jouer sur les pratiques linguistiques, donc par rapport à sauf, fait que, donc et alors. Alors, justement, hein, cette fois-ci, on a 21 locuteurs qui se déclarent avant tout francophones et 9 qui se déclarent avant tout bilingues. Alors, les attestations des variantes, hein, so, fait que, donc et alors, sont attestées, vous le voyez, dans le corpus des adultes, hein, avec des statistiques suivantes. Hein. So, il y a 63 occurrences sur 1427 au total. Fait que, alors effectivement, vous voyez que je mets ici entre parenthèses le ça, parce qu'à vrai dire, on a fait que, ça fait que, on a même fait que, fait, etc. Je n'ai considéré que la forme, en fait, l'ensemble, si vous voulez, des variantes de ça fait que comme étant une seule variante. Vous avez 761 occurrences donc, de ça fait que, 257 occurrences de alors et 386 occurrences de donc. Alors, ça nous donne ces résultats statistiques ici. Alors, c'est peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, condensé, mais vous avez ici chacune des 3 variantes. Alors, ici, j'ai réalisé un test, en fait, de Goldvarb. Donc ça, c'est un test tout à fait classique qu'on utilise en sociolinguistique, qui essaie de mesurer le poids de chaque variable sociale sur l'usage des variantes. Donc vous avez ici so, fait que, donc, alors. Ce qu'il faut retenir, c'est en fait les chiffres que vous avez sur la colonne effet. Alors ici, pour so, vous voyez qu'il y a très très peu d'occurrences, puisqu'on a effectivement un taux de dispersion donc, de 9% et un total de 3% d'occurrences. Et vous voyez que finalement, hein, on a 42 occurrences qui sont produites par les personnes se déclarant franco-ontariennes. La plupart ont été produites par des jeunes adultes âgés entre 21 et 30 ans. Pour ce qui est du sexe, vous voyez que c'est à peu près égal, mais vous voyez qu'ici, vous avez des crochets, et ça démontre simplement que l'effet est nul.
donc, si vous voulez, les variables classe sociale, sexe, âge et identité n'ont aucun effet réel sur l'usage de so. Si on regarde en revanche, ça fait que là, on a des chiffres un peu plus intéressants. Et vous voyez que ici, vous avez 1, 2, 3 et 4. C'est le classement des indices. Alors, ici, vous voyez par exemple qu'au rang 1, vous avez l'identité linguistique des locuteurs qui semble être le facteur qui joue le plus dans l'usage de ça fait que, avec notamment un poids de 0,81. Alors, très très brièvement, plus ça tend vers 1, plus la variable est en faveur de l'usage de la variante, et plus le poids tend vers 0, plus la variable sociale est en défaveur de l'usage de ça fait que. Donc vous avez ici 0,81. Donc l'identité linguistique semble être très très importante. On a ensuite le sexe des locuteurs, puisque ce sont les hommes qui favorisent davantage ça fait que plutôt que les femmes. On a ensuite les classes sociales qui semblent très très importantes. Là encore, ce sont les classes ouvrières qui semblent utiliser davantage fait que par rapport aux autres. Et enfin, l'âge qui est également pertinent avec un indice proche de 0,5, donc c'est-à-dire significatif, mais relativement peu, avec notamment les locuteurs de 31 à 50 ans qui font usage de ça fait que davantage que les autres. Pour donc, vous voyez que ici, c'est l'âge qui semble être davantage significatif, puisque les locuteurs âgés de 31 à 50 ans, vous voyez, délaissent finalement cette variable. Vient ensuite donc les classes sociales, avec les classes ouvrières qui délaissent également fortement la variable. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise si vous vous souvenez les résultats qu'on a vus en tout début de présentation. Je vais y revenir un petit peu dans la discussion. On a ensuite le sexe avec les femmes qui favorisent, là encore, la variable formelle, finalement. Et enfin, l'identité linguistique, où il semble que ce soit les locuteurs se déclarant davantage canadiens qui fassent un plus grand usage de la variable. Donc, pour ce qui est de alors, vous voyez qu'ici, c'est l'âge qui défavorise. Alors, pour les 21 à 30 ans, on voit qu'il y a une baisse drastique de alors, voire quasiment une disparition. On a ensuite l'identité ici franco-ontarienne qui est mise de l'avant pour l'usage de alors, et enfin les classes moyennes et le sexe qui jouent également un rôle. Alors les classes moyennes alors semblent être nettement favorisées par les classes moyennes supérieures et également par les femmes. Là encore, ça semble corroborer quand même beaucoup ce qu'on a vu au début de la présentation. Alors justement, pour résumer rapidement, pour so, aucun facteur n'est significatif. Pour ça fait que, le facteur identitaire est, semble-t-il, le plus important. Vient ensuite donc le facteur du sexe avec les hommes qui favorise la variable. Ça fait que. Les classes ouvrières et enfin les plus jeunes locuteurs qui semblent délaisser cette variable. Pour donc, on a alors un phénomène intéressant puisque la variable est vraiment rejetée par les locuteurs âgés de 31 à 50 ans. Mais on remarque que la forme est en concurrence directe avec alors. La variante est rejetée également par les classes ouvrières. Elle est caractéristique des femmes et elle est également utilisée par les locuteurs qui se déclarent canadiens. Pour alors, vous voyez qu'on a la variante qui est caractéristique des locuteurs âgés de 31 à 50 ans et c'est très très net. Vous avez ici 0,90. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est justement pas simplement la pression de la norme? Les locuteurs âgés de 31 à 50 ans font partie des locuteurs qui sont directement actifs sur le marché du travail et la pression de la norme peut éventuellement expliquer l'usage important de alors. Elle est également caractéristique des locuteurs franco-ontariens et elle est caractéristique des classes moyennes supérieures ainsi que des femmes. Alors, pour les adolescents, là encore,
hein, les 4 formes ont été attestées, cette fois-ci avec des nombres d'occurrences somme toute assez différents. Vous voyez que SO est davantage présent hein, que dans le sous-corpus des locuteurs adultes. On a cette fois-ci 802 occurrences sur 1852, fait que à 702 occurrences, 346 occurrences pour donc et 2 occurrences uniquement pour alors. Alors là encore, on a les mêmes, hein, la même présentation que tout à l'heure, avec des chiffres, encore une fois, assez différents. Hein, vous voyez ici qu'on a SO, cette fois-ci, qui a un taux de dispersion de 74% et un taux de 43% au total dans l'usage des 4 variantes. Alors, là encore, hein, vous voyez que ici, il semble que les classes moyennes, donc les jeunes de classe moyenne, favorisent l'usage de SO, puisque l'indice est de 1, donc c'est le poids le plus important. Vient ensuite, cette fois-ci, les locuteurs qui se déclarent bilingues avant tout, avec un poids de 0,58, donc ça veut dire significatif, mais nettement moins quand même que celui des classes moyennes. Pour ce qui est de ça fait que, le premier rang est celui des classes moyennes, et il semble que ce soit les classes ouvrières qui font usage le plus de cette variante-là, suivi par les locuteurs se déclarant bilingues, mais vous voyez que la différence avec les francophones est quand même beaucoup moindre, beaucoup moins importante, puisque finalement on a un écart de 7, et c'est relativement, peu. Pour donc, alors vous voyez que les résultats sont très intéressants, puisque donc est nettement favorisé par les classes moyennes supérieures, favorisé ensuite par les jeunes qui se déclarent avant tout francophones, favorisé ensuite par les jeunes ayant une éducation postsecondaire, et enfin favorisé davantage par les femmes. Enfin, grosse différence par rapport à ce qu'on avait avec les adultes, c'est alors, vous voyez que le taux de dispersion est uniquement de 7%, avec seulement 2 occurrences et donc 0,1% de alors dans le corpus. Donc une très nette différence par rapport au sous-corpus des adultes. Alors, si on résume ça, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, vous voyez que SO est la variante nettement favorisée par les jeunes de classe moyenne. Là encore, l'effet est de 0,86. Elle est également favorisée légèrement par les jeunes se déclarant bilingues, 0,58. Ici, on voit que l'effet de la stratification sociale est donc plus important que l'effet de l'identité bilingue. Et on peut se demander s'il y a présence d'un changement en cours, puisque finalement, eh bien, quand on a notamment un effet important des classes moyennes, on sait, les études classiques de sociolinguistique ont montré que généralement les changements en cours sont en général déclenchés, si je puis dire, par les classes moyennes. Pour ça fait que on a cette fois-ci la variante qui est nettement favorisée par les jeunes de classe ouvrière. Là encore, ça corrobore assez ce qu'on a vu pour le sous-corpus des adultes. La variante est légèrement favorisée par les jeunes qui se déclarent bilingues, mais très légèrement, vous voyez que c'est 0,55. Et l'effet de la stratification sociale est, encore une fois, plus fort, bien entendu, que l'effet de l'identité linguistique. Pour donc, la variante, c'est la variante donc, standard la plus employée. On avait ici les 2 variantes vernaculaires, donc avec cette fois-ci donc 346 occurrences pour donc. La variante donc, est nettement favorisée par les jeunes de classe moyenne supérieure. Là encore, ça corrobore ce qu'on a avec les adultes et ce qu'on a également dans les études précédentes. Elle est également favorisée par les jeunes se déclarant francophones, puis les jeunes se déclarant, ayant
une éducation postsecondaire et elle est également favorisée par les jeunes filles. Donc on voit ici que la valeur socio-stylistique de la variante est particulièrement importante, notamment avec vraiment j'ai envie de dire, une gradation assez importante, classe moyenne, francophone, niveau postsecondaire et ici le sexe, évidemment, qui est également pertinent. L'identité linguistique semble toutefois donc jouer un rôle important. Et alors justement, ici, la variante a quasiment disparu, uniquement 2 occurrences attestées dans l'ensemble du sous-corpus. Et là, est-ce qu'on a un changement abouti? C'est probable, puisque en fait, on a tellement peu d'occurrences que finalement, on se demande si la variante n'est tout simplement pas disparue du vocabulaire des plus jeunes locuteurs. Alors, pour la discussion, eh bien, on peut résumer un peu les choses de la façon suivante. La variante connaît une montée en puissance donc, chez les jeunes franco-ontariens. On avait vu par exemple que Moujon, Nadezdi et Renner 2009, Sceaux était de 1%, avec un taux de dispersion de 10% en 1978. Ça a augmenté à 7% pour un taux de dispersion en 20% en 2005. Donc vous voyez qu'il y avait une nette augmentation entre les 2 corpus dans leur étude, et on voit, semble-t-il, qu'entre les 2 sous-ensembles adultes et adolescents, l'augmentation semble être évidemment importante. Cette montée en puissance les distingue donc clairement de leurs aînés. On peut se demander donc si la présence d'un changement en cours est confirmée. La SO est vraiment la variable la plus importante chez les jeunes, je le rappelle. L'identité bilingue semble jouer un rôle donc, chez les jeunes franco-ontariens, tout comme chez Moujon, Nadezdi et Renner 2009. Et SO est encore une fois donc, typique des adolescents de classe moyenne, ce qu'on retrouve également donc, dans les études de Moujon et Beignac 91, Golambeski 98 et Moujon 2006. Alors pour ça fait que la variante reste vernaculaire. Elle est caractéristique de l'identité canadienne-française des adultes et légèrement bilingue des adolescents. La variante est également caractéristique de la classe ouvrière, donc tout comme dans les études qu'on a vues précédemment, Ducero-Dauber 74, Thibault et Daveluy 89, Moujon et Beignac 91, Golambeski, etc. La variante est également caractéristique des locuteurs adultes masculins, et pas chez les adolescents, chez les adultes, mais pas chez les adolescents. Et la valeur socio-stylistique de Fekeux semble être relativement stable, puisqu'on a à peu près des effets similaires à ceux des études précédentes. Pour ce qui est de la variante standard, donc, elle est caractéristique des classes moyennes, moyennes supérieures, comme dans les études précédentes. Elle est caractéristique des locuteurs de sexe féminin, là encore, comme dans les études précédentes. Donc sa valeur socio-stylistique reste vraiment stable, et ce, semble-t-il, peu importe les générations. L'identité francophone ici semble clairement favoriser l'emploi de donc par rapport à chez les adultes. Et enfin, donc, la variante standard alors, qui a quasiment disparu du lexique des jeunes, mais pas des adultes. Donc le changement en cours semble être accompli pour la jeune génération, et le caractère francophone, donc identitaire de la variante, est très présent chez les adultes, mais c'est davantage donc qu'on retrouve chez les adolescents. Alors, par rapport à mes questions de recherche, à quelles identités linguistiques les locuteurs du corpus Castleman se réfèrent-ils? Eh bien, en premier, on a l'identité franco-ontarienne, donc 18 locuteurs sur 32 adultes, 9 sur 30 adolescents. L'identité canadienne vient ensuite avec 8 adultes sur 32, 2 chez les adolescents. L'identité canadienne-française, 6 adultes sur 32, 1 adolescent. L'identité ontarienne, 1 adolescent uniquement sur 30.
et l'identité non définie, donc les identités qu'on n'a pas finalement réussi à avoir sur le corpus, représentent quand même 17 sur 30 adolescents et donc 17 sur 32 au total. Alors, ces identités jouent-elles un rôle dans la variation lexicale, donc de l'usage notamment de so, fait que, donc et alors alors, so semble être effectivement favorisé par les locuteurs se déclarant bilingues, donc alors étant davantage favorisé par les locuteurs se déclarant francophones. Le manque de données, par contre, ne nous permet pas évidemment de tirer de conclusions fortes. Toutefois, il semble donc nécessaire quand même de creuser un petit peu la question. Il semble vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ce facteur identitaire est-il aussi puissant que les facteurs sociaux classiques ? On a vu que le poids socio-stylistique, notamment la combinaison classe sociale, sexe, semble être encore plus fort pour le moment que l'identité linguistique. L'hypothèse de recherche numéro 1 que j'ai placée tout à l'heure, que je vous ai présentée, les locuteurs revendiquant une identité linguistique à caractère bilingue font montre d'un plus grand usage de la variante anglaise so. Cette hypothèse donc, tend à être confirmée, mais elle doit être encore une fois davantage confirmée par des données plus approfondies. Les locuteurs revendiquant une identité linguistique à caractère francophone font montre d'un plus grand usage des variantes formelles que les locuteurs se déclarant davantage bilingues. Là encore, cette hypothèse tendrait à être confirmée, mais encore une fois, le manque de données ne nous permet pas de tirer de conclusions fortes. Et je pourrais conclure ainsi en disant simplement que les données que je vous ai présentées nous incitent à continuer dans la même voie et à creuser donc davantage cette question du poids de l'identité linguistique sur l'usage des variantes en concurrence. Donc ça fait que so, donc et alors. Dans une petite étude que j'ai faite avec Robert Papen à l'époque, qui a été mon directeur de recherche, on avait travaillé sur l'usage de sonté et de onvé dans un corpus de français michif, donc parlé par les locuteurs métis du Manitoba et plus précisément du petit village de Saint-Laurent. Et on avait montré que, notamment, les formes irrégulières sontées et onvé semblaient être typiques du français michif, sans toutefois avoir directement mesuré l'impact de l'identité ethno-linguistique sur la distribution de ces formes. Mais on reste convaincu donc, de la pertinence d'établir des liens entre les pratiques linguistiques réelles, l'usage, donc par le biais d'analyses statistiques Goldvarm, mais également la perception mentale et identitaire que les locuteurs ont de leur propre façon de parler. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, Bonjour. mon nom est Caroline. Merci pour cette présentation. C'était très clair et très précis, selon moi. Alors, mes questions, en fait, j'en ai deux. Est-ce que j'ai le droit? Oui. D'accord, merci. C'est vraiment plus par rapport aux attitudes. Je ne sais pas si vous avez regardé ça un peu, mais en fait, je me demandais, c'est rapport avec l'insécurité linguistique, je me demandais si les personnes qui utilisaient la variante vernaculaire so, s'il y avait peut-être plus tendance à avoir une attitude négative envers leur façon de parler que ceux qui l'utilisaient moins. Alors, je n'ai pas regardé encore, mais c'est une question que je pense effectivement creuser dans les mois et les semaines à venir. Je dirais, alors je ne peux pas donner de réponse précise pour le moment, d'accord ? J'aurais tendance à dire cependant que c'est mitigé. C'est mitigé parce que, en fait, l'usage de so est très présent chez les plus jeunes adultes, les plus jeunes locuteurs, pardon. Donc, chez les adultes, à vrai dire, la question est à peu près occultée. Chez les adolescents, l'insécurité linguistique varie vraiment. On a l'impression que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui semble être présent chez certains locuteurs. Il y en a qui semblent effectivement avoir une opinion assez négative de leur façon de parler, mais pas uniquement, j'ai envie de dire, ça ne concerne pas uniquement les jeunes qui tendraient davantage à utiliser so.
Donc, ma réponse sera la suivante, c'est mitigé pour le moment. Et c'est impressionniste ce que je dis, d'accord? C'est vraiment impressionniste, d'autant plus que, pour être honnête, ça doit faire une bonne année que j'ai pas écouté la totalité des entrevues. Mais dans mon souvenir, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui semble être très présent. L'insécurité linguistique semble être davantage présente chez les adultes et chez les adultes plus âgés. Là encore, de classe ouvrière. Mais encore une fois, il faudrait mesurer plus précisément. Alors, pour le moment, je n'irai pas plus loin dans ma réponse. Mais c'est effectivement un aspect que je vais définitivement creuser. Et mon objectif est d'aller voir peut-être davantage du côté des études en psychologie pour voir comment on peut mesurer de façon quantitative, si je puis dire, et donner un indice, comme je l'ai fait en fait, pour pouvoir essayer de combiner encore une fois les études statistiques et ces représentations mentales des attitudes, si je puis dire. Alors, je ne sais pas si ça vous convient. Oui, ça me convient, merci. Puis là, je poursuivrai avec ma deuxième question. Encore là, c'est selon vous, j'imagine que vous n'avez pas de réponse précise, mais là, en fait, l'étude était faite sur la deuxième communauté francophone la plus importante en Ontario. Puis là, je me demandais si ça avait été fait ou si ça se faisait sur la première. Je ne sais pas où elle est située en Ontario, je ne suis vraiment pas familière avec ça. C'est Hearst, donc c'est la plus importante, c'est Hearst, c'est vraiment dans le nord de l'Ontario. Les études sur Hearst, il y a une thèse de doctorat donc, qui a été faite, qui est l'étude d'Anne Golembeski en 1998, qui a travaillé sur l'usage donc, des variantes que je vous ai présentées, mais qui n'a pas travaillé, à ma connaissance, sur les attitudes linguistiques. OK. Mais mettons, là, c'était moins en rapport avec les attitudes, c'était... Qu'est-ce qu'on aurait peut-être plus obtenu comme résultat? Est-ce que, parce que je ne suis vraiment pas familière avec leur façon de parler ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y aurait tendance à moins utiliser peut-être les emprunts à l'anglais ou la variante SO, ou est-ce que ça serait sensiblement... Si on regarde par rapport... on voit par exemple... que justement un saut est typique des adolescents, donc dans le corpus de Castleman, des adolescents de classe moyenne. Dan a, semble-t-il, à peu près les mêmes résultats dans sa thèse en 98. On a finalement, ce qui est assez intéressant, sont les deux choses suivantes. Par rapport aux autres études, dont celle justement sur Hearst, ce qu'on peut retenir, peut-être en arrondissant un peu les coins, mais c'est... la disparition de alors, qui est, semble-t-il, assez présente chez les jeunes à Castleman, et la montée de SO. Alors, je ne vous ai pas présenté les résultats d'une étude qui va paraître en fait, dans les mois à venir. J'ai eu accès à la dernière étude de Moujon et collaborateurs, donc c'est Moujon, Tremblay et voyons... ma collègue de l'Université de Floride, Blondeau, voilà, merci, qui ont soumis il y a quelques semaines un article qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer et que j'ai pu consulter et qui corrobore les données que je vous ai présentées. Donc là encore, une montée de SO très très importante, une disparition de alors. Et c'est dans les corpus les plus récents qu'ils ont utilisés. Donc c'est, à ma connaissance, des corpus qui ont été faits et qui sont plus récents que mon corpus de Castleman. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais j'ai en tête 2013 ou 2014. À Hawkesbury et à Montréal. Donc, vous voyez que là, on a le français québécois et le français ontarien. Et en fait, on s'est vu cet été au colloque de GFLS et ils ont présenté leurs données. Et justement, c'était très intéressant parce que, encore une fois, eh bien, mes résultats tendaient vers ceux qu'ils ont obtenus.
Alors justement, eux vont présenter leurs résultats dans, je pense, la revue Journal of French Language Studies, et j'espère publier les miens. J'ai quelques modifications à faire pour homogénéiser un petit peu le tout, mais j'espère présenter les miens justement en corroborant ça d'ici quelques mois. Donc vous voyez, pour répondre brièvement à votre question, j'ai l'impression qu'on tend à peu près quand même vers le même schéma. Il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue panlectal, si je puis dire, d'une certaine manière. Merci. Ah, j'ai déjà vu qu'il y a une autre question ici. C'était bien ça? Oui. Bon. Oui, merci. Bonjour. Mon nom est Samuel. Merci pour la présentation. Excusez-moi, je vous entends peu. OK, je réessaye. Est-ce que c'est mieux comme ça? Un peu mieux, oui. Merci. Test? Test? Oui, c'est beau. Merci. Oui, d'accord. C'est beau. Ah, OK. Bon, bref, ma question, c'était plutôt pour ce qui est de l'identitaire. Vous avez dit, si j'ai bien compris, que l'identité franco-ontarienne était grosso modo la plus importante. Oui. Alors, ma question est qu'il y avait une certaine comment dire, une certaine comparaison explicite, une certaine négation d'une identité québécoise qui était implicite dans ça. Donc, ma question, ça me fait penser à un bel article sur Radio-Canada que j'avais lu sur, il y a 50 ans que l'identité canadienne-française, entre guillemets, c'est moins répandu, c'est moins officialisé au profit de l'identité québécoise, la population francophone du Canada la population francophone étant plus large au Québec que dans les autres provinces. Alors, à ma question, est-ce que vous pensez que l'essor ou que la prédominance de l'identité franco-ontarienne parmi les personnes que vous avez étudiées a à voir avec le contexte dont je viens de parler, ou est-ce que ça n'a pas rapport? Ça a totalement rapport, en fait. En fait, vous voyez que dans l'identité franco-ontarienne, alors j'ai noté ici la fierté d'être franco-ontarien, une culture franco-ontarienne distincte. Il y a, je l'avais noté, je pense, dans la diaporama juste avant, oui, identité donc définie par opposition aux Québécois. C'est chez certains locuteurs très très clair. C'était même dit textuellement, on n'est pas québécois et on n'est surtout pas québécois. Pour quelles raisons certains, effectivement, invoquent le désir de séparation du Québec, pas uniquement. C'est vrai, mais effectivement, il y a un rapport direct. Et d'ailleurs, ça ne concerne, semble-t-il, pas uniquement les Franco-Ontariens, parce que on sait maintenant que depuis la fin des années 70, le développement des identités panlinguistiques est propre à chaque province. Tend à être plus important, c'est-à-dire que vraiment on note depuis la fin des années 70 l'usage de franco-ontarien, franco-manitobain, fransaskois, ça se développe de plus en plus, au point que ce sont des termes maintenant très 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 communs et revendiqués depuis les peut-être 15-20 dernières années. Hein, chaque communauté francophone a maintenant d'ailleurs son drapeau officiel et c'est mis de l'avant. Et donc, dans mes entrevues, oui, c'est tout à fait en rapport avec le contexte, oui. En tout cas, pour certains locuteurs. Absolument. Il y a une petite question ici. Bonjour, je m'appelle Joanie. Ma question, en fait, concerne la diapositive suivante. C'est sur... non, pas celle-là, finalement. L'autre après, peut-être. Non, l'autre après. Ah, presque. Les adolescents? Oui, en fait, c'est ça, exactement. Oui. Donc, c'est le 17 locuteurs sur 30 qui m'intéresse, l'identité non définie. Puis, je me demandais, là, vous dites, dans le fond, que vous n'avez pas été capable de relever l'identité à laquelle ils
s'identifiait. Ouais. Oui. Laquelle il s'identifiait. Puis je me demandais si vous aviez une théorie. Est-ce que, dans le sens, est-ce que vous pensez que les jeunes, les adolescents ne veulent pas s'identifier à quelque chose ou est-ce qu'ils s'identifient à quelque chose de plus gros peut-être ou de moins pointu? Le problème, c'est vraiment que la question n'a pas été posée. Ah, d'accord. Je n'avais Vraiment. pas compris exactement ça Non, tantôt. c'est vraiment, le problème vient de l'entrevue elle-même. Donc, je ne peux malheureusement rien dire là-dessus. Alors, le petit tour de passe-passe que je vais essayer de faire dans les semaines à venir est d'aller voir peut-être davantage du côté de l'indice de restriction linguistique, c'est-à-dire de voir l'usage majoritaire linguistique que font les locuteurs en général pour essayer d'avoir, encore une fois, un indice qui soit homogène pour tout le corpus. Mais malheureusement, alors, je vais creuser, voir si je n'ai pas des indices quand même qui me permettraient de voir s'il n'y a pas une petite identité qui se cacherait par là, éventuellement. Mais pour le moment, rien ne me permet de répondre pour ces 17 locuteurs. Et c'est un biais, malheureusement, important. Pensez-vous que l'identité linguistique va être aussi forte auprès des... Parce qu'on voit que, par exemple, le seul locuteur qui est francophone, non bilingue, s'identifie comme ontarien, donc par rapport à sa province. Mais est-ce que vous pensez que pour les 17 locuteurs, pensez-vous que ça va être en hausse versus... que l'élément identitaire de la langue va être en hausse pour eux, pour les identifier? Wow. Ce que j'ai en tête serait de dire que davantage, je pense que ces jeunes locuteurs s'identifient comme franco-ontariens bilingues. Pourquoi ? Parce que les quelques études qui ont été faites justement sur cette identité chez les jeunes, c'est vraiment, semble-t-il, l'identité franco-ontarienne qui est mise de l'avant. Encore une fois, c'est des études différentes, davantage du côté sociologique peut-être, mais semble-t-il que ce soit l'identité majoritaire des jeunes franco-ontariens et que le caractère bilingue soit effectivement mis de l'avant. Alors, est-ce que c'est exactement ce que j'aurais dans mon corpus ? Je ne peux pas répondre, mais la logique voudrait que ces 17 tendent davantage vers les 9 qui se revendiquent de cette façon-là. Mais là encore, je ne peux pas vous répondre plus précisément. Est-ce que tu veux Avez-vous que je quelque chose en tête, redonne encore le micro? Non, je vois... OK. Bon, j'ai une mini-question. Je me souviens pas si vous l'avez dit, je m'excuse. Est-ce que vous avez dit que ces identités-là étaient données, si on veut, en choix de réponse ou est-ce qu'ils s'affirmaient? On leur demandait simplement d'affirmer une identité sans... Alors, pour chaque locuteur, il fallait quand même donner des choix, c'est-à-dire l'intervieweuse, est-ce que tu te sens donc canadien, français, franco-ontarien, il y avait même américain, il y avait vraiment français, et évidemment, j'ai retenu ici que les identités qui étaient mises de l'avant, mais il y avait un choix qui permettait aux personnes de s'identifier. Maintenant, une petite nuance que je peux ajouter, c'est que ici, je vous présente quand même à chaque fois l'identité primaire, c'est-à-dire celle qui a été mise de l'avant tout de suite, d'accord ? Mais en creusant davantage un petit peu dans l'entrevue, on voit que pour certains locuteurs, c'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire qu'il y a toujours des nuances. Chez certains locuteurs, c'est très clair. Et on passe à la question suivante, quasiment tout de suite, franco-ontarien. Maintenant, il y a qui disent, franco-ontarien, mais j'ai telle et telle et telle et telle chose. D'accord ? Mais là encore, pour les besoins de l'étude, je voulais avoir, si vous voulez, un indice qui me permette de mesurer ça. Alors, c'est pour ça que je dis encore une fois, je suis à une étape et non pas au produit final, parce que je veux essayer de voir, et c'est davantage du côté de la psychologie, je pense, que je vais aller voir justement comment mesurer, essayer d'être plus précis dans cette mesure, et en essayant peut-être d'y inclure ces nuances qu'on retrouve chez certains locuteurs. Mais ça demande, pour le moment, j'ai envie de dire, en tout cas pour ma part, des connaissances méthodologiques que je n'ai pas encore
et des connaissances même théoriques en psychologie que je n'ai pas. Et donc j'espère voir ça avec un collègue de Concordia bientôt, justement. Mais il faut nuancer. Je vous présente ça de façon assez blanc ou noir. Je suis tout à fait d'accord. À vrai dire, c'est pas tout le temps aussi simple. Je vous l'accorde. D'accord. J'ai encore une question. Finalement. J'ai regardé, il n'y avait pas d'autres questions, alors... En fait, je me demandais juste si, dans votre manière de poser la question ou de présenter la question, s'il y a toujours dans l'identité un facteur géographique. Donc, parce que est-ce qu'on s'identifie, parce que dans chacun des points qu'on voit présentement, il y a non seulement il y a une partie linguistique, mais il y a aussi, ben c'est ça, une partie géographique, où tu habites vraiment. Est-ce que ça, vous pensez que c'est un facteur important de l'identité? Est-ce que vous le demandez? Est-ce que c'est vraiment présenté de la manière où il faut aussi que tu aies un sentiment d'appartenance à la terre sur les pieds? Non, mon intervieweuse posait vraiment la question la plus simple possible. Parce que il faut. Donc c'était vraiment comment tu te définis. Est-ce que tu te sens franco-ontarien, etc. Et il fallait que ce soit posé de la façon la plus simple possible. Parce que pour les plus jeunes locuteurs, certains étaient vraiment jeunes à l'époque, 15-16 ans, c'était déjà pas facile de les faire parler sur certains. Sur d'autres domaines, alors pour ces domaines-là, il fallait vraiment essayer d'être au plus simple et au plus direct. Est-ce que ça peut avoir un impact? Une identité linguistique, en soi, ça a quand même différents caractères. Il y a le côté linguistique, mais il y a forcément, j'ai envie de dire, un côté diatopique qui est lié soit à la province, soit on l'a vu au pays. Il y en a qui se définissent canadiens. Nord-américain, c'était une possibilité qui leur était offerte et personne n'a répondu ça. Donc il n'y avait pas états-unien, il n'y avait ni nord-américain, il n'y avait ni américain, il n'y avait évidemment pas français, mais il y avait un maximum de choix qui leur a été proposé. Et donc c'était vraiment, vous voyez ici, les quatre identités qui ont été vraiment tout de suite mises de l'avant par les locuteurs.